je dirais, ici dans la situation. Alors, encore une petite chose, vous l'avez peut-être vu au niveau de notre fond d'écran, il y a un chiffre. Ce chiffre est de 10 600. C'est le nombre de personnes que nous avons vaccinées depuis le 5 janvier. Et je vous rassure, tout va bien pour le moment. Donc c'est important de le dire. Donc voilà, donc je propose qu'on démarre peut-être avec Julien pour le menu. Merci Patrick pour cette introduction. Donc, au menu de ce webinaire, nous vous proposons de faire tout d'abord le point sur ce qu'est le vaccin, ou plutôt sur ce que sont les différents vaccins contre la COVID-19, qu'ils soient déjà disponibles ou non en Belgique. Nous tenterons d'apporter les réponses les plus claires possibles aux questions que vous posez sur des sujets aussi divers que la conception de ces vaccins, leur fonctionnement ou encore les aspects logistiques inhérents à leur utilisation. Ensuite, nous aborderons la question de l'enjeu de la vaccination. Donc, en effet, au niveau des profils des personnes inscrites à ce webinaire, il nous semble clair que beaucoup d'entre vous seront chargés de sensibiliser leur personnel à l'intérêt de cette vaccination. Nous vous expliquerons aussi comment accéder à nos nombreux outils et supports qui sont à votre disposition. Ensuite, nous passerons en revue le phasage actuellement prévu, les populations prioritaires et enfin, nous rendrons la parole à Patrick qui traitera avec vous des aspects de facturation de cette campagne. Enfin, comme annoncé, nous nous prêterons volontiers au jeu des questions-réponses. Nous en avons déjà reçu quelques-unes en amont de ce webinaire d'ailleurs. Sans tabou, comme le titre de la séance l'indique, mais tout en gardant en tête que nombre d'aspects de cette campagne restent à l'heure actuelle théoriques et donc susceptibles d'être adaptés ou modifiés au fil des avancées scientifiques ou encore en raison d'aspects logistiques. Et donc, je vais maintenant donner la parole à Sarah Lequeux pour le début de cette présentation. Alors, pour introduire ici le sujet concernant la vaccination, revenons d'abord sur la maladie naturelle et quelques mots à son sujet. Donc, vous avez ici un graphe qui représente la multiplication du virus dans notre organisme et ici en abscisse les jours de maladie donc où on est symptomatique. Le virus de la COVID pénètre essentiellement dans notre organisme par les voies respiratoires supérieures, le nez, la bouche. On voit qu'il entame sa multiplication bien avant le début des symptômes, raison pour laquelle d'ailleurs on débute le tracing avant l'apparition des symptômes. Donc notre virus se multiplie et finalement, assez rapidement, dès le deuxième jour, on a une réaction immunitaire suffisante, donc la production suffisante de défense pour contrôler cette multiplication virale. Chez la plupart des personnes, on va se retrouver dans cette configuration, donc avec une maladie grippale, virale habituelle, qui sera résolue au bout d'une semaine, voire 10 jours. Le problème qui nous occupe ici dans la COVID, c'est toutes ces personnes qui vont développer des formes sévères de la maladie, voire critiques, qui nécessiteront une hospitalisation, voire une admission aux soins intensifs et une mise sous respirateur. Donc, l'objectif principal ici de la vaccination, c'est vraiment de réduire ces phases sévères et critiques en permettant à notre organisme de se défendre dès le premier contact avec le virus. Donc, la vaccination, se défendre contre le virus dès son introduction dans notre corps. Donc, un mécanisme de défense qui fonctionne très très bien et qui est essentiel, c'est la production des anticorps neutralisants. Comme vous pouvez le voir ici sur le schéma, un anticorps neutralisant est spécifique de l'agent agresseur. Donc, un anticorps qui sera efficace contre la grippe ne sera pas efficace contre la rougeole, contre la varicelle. Pour que on puisse se défendre et ne pas développer la maladie, une des conditions super importantes, c'est de disposer d'anticorps avant la première rencontre, avant l'agent agresseur, pour ne pas être dans ce cas de configuration ici. Donc, comment faire pour développer ces anticorps dits neutralisants avant la rencontre avec le virus? Plusieurs possibilités existent. Par exemple, pour le vaccin de la rougeole, ce qu'on va faire, le vaccin de la rougeole, ce sera introduire le virus inactivé dans notre organisme. Donc, le virus sera introduit de manière entière dans notre organisme. Ici, au niveau des technologies pour la COVID, c'est d'autres principes qui ont été mis au point. On n'introduit pas tout le virus dans notre organisme, mais seulement une petite partie
le code génétique ici de la petite protéine qu'on va retrouver sur la capsule virale du virus et qui va pouvoir générer des anticorps. Donc, on n'introduit pas le virus complet de la COVID dans notre organisme, on va faire fabriquer à notre organisme cette petite protéine capsulaire de manière à générer des anticorps neutralisants qui vont bloquer le virus avant même qu'il puisse entrer dans une cellule et nous infecter. Donc, le vaccin Pfizer et Moderna utilisent cette technologie-ci. Donc, on donne le code génétique de cette petite particule que je vous ai montrée verte, la protéine S. Une fois introduit dans notre corps, cet ARN donc, sera transformé en protéine qui va générer des anticorps neutralisants. Donc ça, c'est Moderna et Pfizer. Ici, cet ARN étant très fragilisé, il est placé dans une petite capsule lipidique pour être introduit dans notre organisme. Deuxième technologie à disposition actuellement en Belgique, c'est la technologie dite vaccin à vecteur viral. Donc là aussi, on a introduit un code génétique de la protéine S, donc on n'introduit pas tout le virus, mais de nouveau, comme ce code génétique est sensible, on le place dans un autre virus, ce sera un adénovirus qui n'est plus capable de se multiplier dans notre organisme. Une technologie qui pourrait arriver dans les mois à venir, c'est d'introduire directement dans notre organisme la protéine S qui générera elle-même des anticorps dits neutralisants. Donc, quel type de vaccin avons-nous actuellement en Belgique à notre disposition? 3 vaccins. Vaccin Pfizer, vaccin Moderna et depuis la semaine dernière, le vaccin Astra. Quelles sont les technologies? Technologie à ARN messager, ce que je viens de vous expliquer, ou la technologie à vecteur viral non réplicatif. Les 3 nécessitent l'administration de 2 doses. Les délais entre les doses est différent d'un vaccin à l'autre. Pour Pfizer, c'est 21 jours. Pour Moderna, c'est 28 jours. Pour AstraZeneca, c'est 4 à 12 semaines. De préférence, administrer la deuxième dose le plus proche possible des 12 semaines pour obtenir une efficacité la plus élevée. On constate que les températures de conservation sont différentes, ce qui a énormément d'implications au niveau des manipulations. Enfin, au niveau de l'efficacité des 3 vaccins, on parle d'efficacité ici dite remarquable. C'est vraiment des bons taux de couverture. Qu'est-ce que l'efficacité d'un vaccin? Eh bien, dans les études de phase clinique, dans le développement du vaccin, on va comparer 2 populations de personnes. Une population qui a reçu le vaccin et une population qui n'a pas reçu le vaccin. Et on les observe les unes et les autres. Elles sont comparables, ces populations, et on observe la survenue de maladies et des formes sévères. Et on constate que la couverture de protection donc dans la population vaccinée est de 95% par rapport à la population qui n'a pas été vaccinée. Je vais maintenant céder la parole à Julien qui va revenir sur les défis des vaccins par rapport à leur température. Merci Sarah. Donc, comme nous venons de vous l'expliquer, chaque vaccin a ses spécificités propres en termes de conservation, son schéma vaccinatoire propre également. Nous avons voulu ici vous illustrer les enjeux logistiques avec le cas du vaccin Pfizer, grâce auquel nous avons pu acquérir une expertise certaine, travaillant avec ce produit depuis aujourd'hui 6 semaines et comme Patrick le disait en introduction, avec plus de 10 600 doses de ce vaccin administrées à notre actif. Donc, comme vous le constatez, les parties prenantes sont nombreuses. Tout d'abord, il y a l'usine qui produit les vaccins avec ses contraintes propres de production, de respect des délais des commandes, etc. Ensuite, il faut assurer le transport à une température comprise pour Pfizer entre moins 70 et moins 80 degrés jusqu'au hub hospitalier qui conserve le vaccin dans les mêmes conditions. Le hub hospitalier, en fait, il y a un certain nombre d'hôpitaux qui ont été sélectionnés en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre pour jouer ce rôle de lieu de stockage de ces vaccins à ultra basse température.
Donc, un planning de distribution des doses est ensuite établi et le hub hospitalier doit décongeler le vaccin au plus proche de l'heure et de la date à laquelle le vaccin est supposé quitter l'hôpital. En effet, une fois décongelé, le vaccin de Pfizer, pour garder cet exemple, ne peut être conservé que 6 jours. Au-delà de ça, il ne peut plus être utilisé. Donc, à ce moment-là, un service de transport spécialisé est chargé de dispatcher les doses dans les différents lieux de vaccination, actuellement essentiellement les maisons de repos et de soins et les collectivités. En amont, une concertation a donc dû être mise en place entre le lieu qui va être vacciné, qu'il soit une maison de repos, une collectivité ou tout autre type d'affilié, le médecin coordinateur actuellement en charge de la vaccination des résidents de ces lieux de vaccination et le service externe de prévention chargé de la vaccination du personnel. Ce schéma paraît donc simple, mais il illustre très bien la complexité logistique sous-jacente et la nécessité d'une coordination centralisée rigoureuse du planning de vaccination. Cela devra impérativement être le cas à l'avenir pour les phases 1B et les phases 2 de la vaccination que je vous détaillerai plus tard dans cette présentation. Et nous devrons tous respecter l'organisation imposée et répondre présent au moment voulu si nous souhaitons que cette campagne soit un succès. Voilà, Sarah. Oui, voilà. Alors, donc, une des raisons pour lesquelles souvent les gens, les personnes ont des craintes par rapport à ces vaccins, c'est les effets secondaires. Donc, dans les effets secondaires, on va distinguer les effets secondaires à plus long terme et ceux à court terme. Dans les effets secondaires à plus long terme, il faut savoir que jusqu'à présent, plus de 100 millions de doses de vaccins Covid ont été administrées de par le monde. Il y a un système de surveillance des effets secondaires dans chaque État qui administre un vaccin et que jusqu'à présent, aucun lien n'a été établi avec une quelconque pathologie qui survenait à la suite d'une vaccination. Donc, c'est plutôt extrêmement rassurant. Alors, dans les effets secondaires à court terme, comme la plupart des vaccins, oui, il y en a. Il y en a qui sont bénins et il y en a d'autres qui peuvent être un petit peu plus embêtants. Dans les effets secondaires bénins, on va distinguer les effets secondaires locaux, c'est-à-dire à l'endroit d'injection, un peu de douleur dans le bras, gonflement, rougeur, ou des effets secondaires qui seront plus généraux, comme de la fatigue, douleurs musculaires, des maux de tête et une petite température. Donc, tous ces effets secondaires sont vraiment bénins, disparaissent après quelques jours et répondent très bien à la prise de paracétamol. Dans les effets secondaires à court terme, donc quelques minutes jusqu'à quelques heures après, il y a aussi quelques réactions qui peuvent être plus graves. Ce sont les réactions allergiques. Tout vaccin peut induire des réactions allergiques. Il y a toute une gamme de symptômes possibles, depuis un petit urticaire, donc ce sera aussi assez bénin finalement, jusqu'au choc anaphylactique, comme vous avez pu en entendre parler dans la presse. Donc, sur un vaccin classique de grippe en général, on a un choc anaphylactique pour 1 million de doses injectées. Pour le vaccin Pfizer, on est à un choc pour 100 000 doses injectées. Vous devez savoir que notre personnel médical et infirmier, donc qui travaillent sur la vaccination depuis le début de la campagne, sont formés et équipés pour intervenir au moindre problème. Un autre argument qui est souvent opposé, ou en tout cas qui suscite la méfiance, c'est la rapidité avec laquelle ces vaccins ont été développés. Et là aussi, il y a des explications derrière. Donc la première, c'est la collaboration scientifique sans précédent au niveau ici de la crise sanitaire. Dès janvier 2020, le virus du Covid est décrypté, le séquençage est connu et partagé au niveau international. Au niveau des firmes pharmaceutiques et des procédures de développement d'un vaccin, toutes les phases cliniques et précliniques ont été respectées. Il n'y a eu aucun compromis sur la qualité, les études de qualité, d'efficacité et de sécurité. Par contre, les pertes de temps ont vraiment été réduites. Il y a eu des chevauchements entre les phases
Et le processus de rolling review se fait en parallèle et pas à la fin de chaque phase. Donc, ça veut dire que dès que des données étaient disponibles, elles étaient analysées sur le plan de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité, et qu'on n'a pas attendu d'avoir fait toutes les phases d'études cliniques avant de se pencher sur ces données. Au niveau financier, des moyens colossaux ont été développés, donc ont été mis à disposition pour financer des tas de projets. Au niveau scientifique, justement, les chercheurs et les scientifiques ont utilisé des connaissances qui étaient existantes, notamment au niveau de la famille des coronavirus, qui étaient connues déjà avec les épidémies de MERS et de SARS en 2003. Et la boîte à outils pour développer un vaccin à base de ARN était elle aussi déjà connue, utilisée en médecine vétérinaire et en médecine humaine, par exemple. C'est une base qui est utilisée pour développer le vaccin contre Zika. Enfin, donc, comme je vous l'ai expliqué, au niveau des effets secondaires, donc chaque pays a à sa disposition, doit mettre absolument un système de surveillance et de veille par rapport aux effets secondaires. Et donc, en Belgique, c'est l'AFMPS, soit l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Donc, on a vraiment un système aussi de sécurité et de surveillance après les études de phase clinique. Alors, comme Sarah vient de l'expliquer, dès 2020, de nombreuses sociétés pharmaceutiques se sont lancées dans le développement d'un vaccin, conscient de la gravité et de la situation d'urgence sanitaire que nous rencontrions. Des précommandes ont déjà, à ce moment-là, pu être réalisées, et notamment de la part de l'Union européenne. Une fois développé, le vaccin doit passer par l'étape d'évaluation et de validation par l'Agence européenne du médicament. On retrouve à ce stade les vaccins de Johnson & Johnson, CureVac, Novavax ou plus récemment le vaccin Sputnik développé en Russie. La production de ces vaccins est lancée dans les usines de production en attente de cette validation, donc dans le même temps. Une fois le vaccin validé pour l'Union européenne, ce qui vient d'être le cas pour le vaccin d'AstraZeneca, les livraisons peuvent avoir lieu et on peut procéder alors au partage des doses entre les différents pays membres de l'Union européenne et plus localement entre les régions de Belgique. Donc nous avons actuellement à notre disposition les vaccins de Pfizer et Moderna qui ont passé avec succès l'ensemble des étapes que je viens de vous décrire. Alors, pourquoi se faire vacciner si vous n'êtes pas encore convaincu? Premièrement, un petit rappel de l'OMS. Donc, la vaccination, c'est l'une des interventions de santé publique les plus efficaces et qui présente le meilleur rapport coût-efficacité. Il faut savoir que la vaccination permet d'éviter 2 à 3 millions de décès chaque année de par le monde, dus simplement à des maladies comme la coqueluche, la rougeole, la rubéole, la diphtérie et le tétanos. Donc la vaccination est quand même, d'un point de vue général, vraiment efficace. Maintenant, ici, d'un point de vue plus spécifique par rapport à Covid, se faire vacciner, c'est d'abord se protéger soi-même contre une forme grave et sévère de la maladie. C'est vrai que l'âge et les comorbidités donc, sont des facteurs prédisposants au développement d'une forme grave, mais on l'a vu dans les 2 vagues qui nous ont précédés, il y a eu des décès et des hospitalisations dans toutes les tranches d'âge, et donc cette prédisposition, ça n'est jamais qu'une probabilité, ça n'est pas une certitude. Ensuite, se faire vacciner, c'est soutenir le personnel hospitalier. Si je suis vaccinée, je ne développe pas une forme grave, je ne suis donc pas hospitalisée et le système des soins de santé maintient sa capacité prestatoire pour d'autres types de soins. Et enfin, c'est contribuer au développement de l'immunité collective dont l'objectif est fixé par nos autorités, donc à 70% de la population. On peut espérer qu'à partir d'un taux de vaccination important, à 70%, la circulation du virus sera enfin moindre. Il est important de spécifier à ce stade-ci que même si on est vacciné, il faut maintenir les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale. Donc, les études d'efficacité qui ont été réalisées jusqu'à présent concernent la survenue de la maladie et la protection contre une forme grave. Elles n'ont pas encore pu démontrer que même si on était vacciné,
on pouvait ne plus transmettre le virus. Des études sont vraiment en cours pour démontrer cette transmission du virus, mais en attendant d'avoir des études scientifiques et robustes, voilà, il faut maintenir vraiment ces gestes barrières, cette distanciation et les mesures de quarantaine si elles sont prononcées en cas de contact avec une personne positive. Alors, en termes Patrick. de sensibilisation, donc comme on l'a dit, la vaccination se fait sur base volontaire, donc il est vraiment important en tout cas que l'ensemble des personnes puissent bénéficier des informations pour savoir se positionner par rapport à cette vaccination. Donc on a développé différents outils de communication, donc qui sont notamment les newsletters, en tout cas pour ceux qui ont activé la réception des newsletters. 6 pages, je vous invite à revenir vers le service pôle client. On a également défini une fiche d'information Cedium dans lequel on reprend en tout cas les questions classiques. Il y a une bonne partie ici quand même des éléments qui sont repris lors de la présentation. Sachez également qu'il est possible de faire des fiches informatives personnalisées pour vos entreprises. Donc là, je vous invite à aller vers le pôle client ou vers votre account manager si vous avez des unités de prévention. De toute façon, donc on sera au niveau du département vous répondre et vous proposer en tout cas des formules. Et alors, on a également mis la fiche de nos partenaires qui sont entre autres la VIC, qui est l'aide à la vie journalière en Wallonie, et Iriscare sur Bruxelles, avec qui nous travaillons actuellement dans la campagne vaccinatoire, entre autres dans les maisons de repos. Merci Patrick. Donc nous allons à présent aborder le phasage prévu au sein de la population belge. Donc, il est prévu que nous fonctionnions en 3 phases. Et donc, dans un souci de simplification, la phase 1A a elle-même été subdivisée en 4 sous-phases. La phase 1A1 qui concerne la vaccination des résidents et du personnel des maisons de repos et des maisons de repos et de soins. La phase 1A2, la vaccination des collectivités du secteur du handicap ou encore de la santé mentale notamment. La phase 1 à 3 pour la vaccination du personnel hospitalier exposé dans un premier temps et non exposé dans un second. Et la phase 1 à 4 composée de la première ligne d'aide et de soins de santé. Donc, cette phase 1A est en cours et on peut même dire qu'on est déjà très bien avancé dans cette phase-là. Ensuite, pour la phase 1B, nous pourrons procéder à la vaccination des personnes de plus de 65 ans, des personnes soit de 18 à 64 ans, soit de 45 à 64 ans présentant des facteurs de risque et en fonction du facteur de risque. Ces catégories vous seront détaillées par Sarah dans le slide suivant. Et également les personnes exerçant une fonction sociale et économique essentielle. Celle-là devant encore être définie avec plus de précision et ultérieurement. Enfin, nous pourrons passer à la phase 2 qui consiste en l'élargissement aux groupes à faible risque et à la vaccination généralisée. Donc, la population adulte en général et de toute façon de plus de 18 ans. Voilà. Alors, voilà la liste des comorbidités dont Julien vient de vous parler. Donc, dans la phase B, on a 3 catégories de personnes, 3 catégories de priorités. Moi, ici, je vais vraiment me concentrer sur les personnes de moins de 65 ans, mais qui seraient prioritaires par rapport à d'autres parce qu'elles ont une maladie chronique. La liste des maladies chroniques a été publiée la semaine dernière par le Conseil supérieur de la santé. Comment est-ce qu'ils ont établi cette liste de maladies chroniques? Donc, ils se sont vraiment penchés sur les preuves qu'il existait sur le fait que lorsqu'on présentait cette maladie-là, on avait soit un risque de mortalité plus élevé ou soit un risque d'admission aux soins intensifs plus élevé. Il s'est avéré, donc, en analysant toute la littérature nationale, donc en Belgique, basée sur les 2 vagues qu'on vient d'avoir, ou la littérature internationale, le facteur le plus prédisposant reste quand même toujours et à l'heure actuelle l'âge. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas abaissé la notion d'âge en dessous de 45, donc au moins de 45 ans pour toutes les maladies chroniques. Et il n'y a que quelques maladies chroniques qui justifient la vaccination de manière prioritaire à partir de 18 ans. On retrouvera dans ces priorités
Les cancers hématologiques, donc c'est tout ce qui est leucémie, cancer du sang. On va retrouver les maladies du foie, on va retrouver les maladies du rein, on va retrouver les patients HIV, mais attention, là, il y a des critères extrêmement spécifiques. On va retrouver les maladies rares et orphelines et la trisomie. Si vous avez des travailleurs qui reviennent vers vous parce qu'ils pensent avoir des comorbidités et qu'ils se demandent quelles démarches ils doivent entreprendre pour pouvoir être vaccinés de manière prioritaire, la seule chose à faire pour l'instant, c'est de bien vérifier auprès de leur médecin traitant qu'ils ont un dossier médical global qui est à jour et qui est bien en ordre. Ils recevront une convocation, courrier, mail sans doute, mais en dehors du circuit professionnel. Et donc maintenant, Julien va vous redétailler les phasages. Voilà, donc ici, c'est vraiment un résumé de la projection théorique prévue en Belgique. Et nous insistons bien sur le terme théorique parce que cette projection est susceptible d'évoluer, comme je vous l'ai dit en début de présentation. Donc nous constatons que nous arrivons doucement à la moitié de cette infographie, mais attention, ce n'est pas pour autant qu'on arrive à la moitié de l'infographie, on n'est pas encore à la moitié du chemin, loin de là, les dernières étapes étant celles qui comprennent le plus grand nombre de citoyens belges. Néanmoins, la phase 1A touche doucement à sa fin et on pourra donc prochainement débuter la vaccination des plus de 65 ans, des personnes présentant des comorbidités telles qu'exposées par Sarah à l'instant, les fonctions critiques dans les secteurs essentiels. Avant, nous l'espérons, lancer la vaccination pour l'ensemble de la population générale de plus de 18 ans, prévue pour juin 2021. Voilà. Alors, dans le qui, il reste encore 2-3 petites précisions à vous communiquer. Il y a quand même des exclusions, quelle que soit la phase, où la personne ne pourra pas prétendre à la vaccination. La première exclusion, à l'heure actuelle, c'est l'âge. Donc, pour le vaccin Pfizer, c'est 16 ans, pour Moderna et pour Astra, c'est 18 ans. Des études sont de toute façon en cours pour l'instant au niveau pédiatrique, puisque certains enfants ont malheureusement une maladie qui pourrait justifier la vaccination. Deuxième contre-indication vraiment absolue, c'est les personnes qui ont un antécédent de réaction allergique grave, on insiste bien sur le grave, à une vaccination antérieure, donc qui ont une allergie à un principe actif des vaccins. Donc ces personnes-là ne seront pas vaccinées. Il y a quelques situations où la vaccination n'est pas refusée, mais elle doit être postposée pour avoir une efficacité optimale. C'est des personnes qui seraient actuellement dans une phase aiguë d'une infection, quelle qu'elle soit, donc avec une température. C'est des personnes qui sont actuellement en quarantaine. Il faut postposer la vaccination et s'assurer qu'elles ne vont pas développer la COVID. Et c'est des personnes qui seraient en fin de COVID où on n'aurait pas une fenêtre de 15 jours depuis la fin de la maladie. Alors, dans la presse, vous avez certainement aussi entendu parler comme contre-indication les troubles de la coagulation. Cela concerne les personnes qui ont des problèmes de santé au niveau des plaquettes ou qui ont un type d'hémophilie. Ça ne concerne pas les personnes qui prennent des anticoagulants à titre thérapeutique. Les personnes qui ont des problèmes de santé, plaquettes et hémophilie peuvent être vaccinées, mais ça nécessite la mise en place de 2-3 précautions au préalable. Et enfin, ce qui est aussi important de spécifier, c'est que des personnes qui ont eu la COVID et qui seraient prioritaires ou pas d'ailleurs ne sont absolument pas exclues de la vaccination. Elles ont été incluses dans toutes les phases d'études cliniques et ont aussi des bons résultats en termes d'efficacité. Et il faut savoir, ça aussi vous l'avez certainement entendu dans la presse, que quelqu'un qui a eu la COVID, il y a eu des situations de réinfection. Donc, on n'est pas capable encore à l'heure actuelle de faire une prise de sang au préalable et de déterminer un titre, donc un niveau, une quantité d'anticorps qui sera protecteur. C'est ce qu'on va appeler les corrélats de protection. Ces corrélats de protection ne sont pas encore connus d'un point de vue scientifique. Donc, ça a tout à fait son sens de vacciner des personnes qui ont déjà eu la COVID. Ensuite, vous avez aussi entendu parler des variants. Donc, certaines personnes qui pourraient avoir une immunité contre la COVID traditionnelle, enfin le premier qu'on a rencontré lors de la première phase, mais ne vont pas spécialement avoir une bonne réponse, une bonne affinité vis-à-vis des nouveaux COVID qu'on va voir ou qu'on voit déjà arriver actuellement. Or, la vaccination présente une certaine efficacité contre, en tout cas, le variant britannique, ça c'est clair. Et Moderna, par exemple, présente aussi une efficacité contre le variant sud-africain.
Et maintenant, je passe la parole à Patrick. Merci Sarah. Arrive effectivement la question du financier. Donc tout d'abord, les vaccins qui sont présents sur le sol belge sont évidemment des vaccins qui ont fait l'objet d'un paiement par l'État. Donc il n'y a pas ici le vaccin en tant que tel, donc ne doit pas être un coût supplémentaire pour la population. Néanmoins, en dehors du vaccin, il y a évidemment les coûts liés à la mise à disposition du personnel soignant qui va effectuer ces vaccins. Donc là, on a mis en avant en tout cas deux catégories, puisqu'on a deux catégories d'affiliation. Nous avons les clients qui n'ont pas d'unité de prévention et ceux qui en bénéficient. Alors, on a mis, puisqu'aujourd'hui, c'est pour les maisons de repos et pour le secteur hospitalier où nous sommes présents. Donc, pour ce qui concerne les maisons de repos, il y a un financement qui est fait, entre autres, par la VIC. Seul le coût du déplacement donc, est à charge de la maison de repos, donc qui est 40 € dans tous les cas. Pour le secteur hospitalier, là, je dirais que c'est un petit peu à la demande du secteur. Donc, soit l'hôpital gère lui-même la campagne vaccinatoire ou souhaite le concours ou la gestion, en tous les cas, de celle-ci par le médecin du travail et éventuellement infirmier. Donc, le coût du médecin du travail est de 1,25 UP de l'heure et l'infirmière 0,75 unités de prévention de l'heure. Donc, on arrive à un forfait de 2 UP par heure si on est sur ce modèle-là. Au niveau hospitalier, donc, on est chaque fois dans un système d'unité de prévention, donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas mis d'informations. Il arrive tous les autres secteurs. Alors, soyons clairs, aujourd'hui, vous l'avez sans doute vu dans le planning vaccinatoire, qu'à partir du mois de mai, la médecine du travail est référencée. Aujourd'hui, on n'a pas encore de position très claire pour savoir quel va être en tout cas le rôle de la médecine du travail dans cette vaccination au niveau des entreprises. Donc là, je dirais qu'il faudra suivre en tous les cas l'actualité. Il est évident que si nous devons y répondre, nous y répondrons. Mais donc là, on vous tiendra informé par rapport à ces démarches-là. Sinon, pour les entreprises donc, qui ne bénéficient pas d'unité de prévention, dans le modèle actuel, on est à 155,60 € de l'heure pour le médecin et 93,36 € de l'heure pour l'infirmière. Comme je l'ai dit lors de l'introduction, donc c'est une matière qui évolue, donc vous aurez évidemment des mises à jour au niveau des informations. Maintenant, j'insiste fortement sur votre personne de contact première, qui est le médecin du travail, donc n'hésitez pas à aller vers le médecin. Et on a parlé tout à l'heure de la sensibilisation. N'hésitez pas non plus à demander à votre médecin du travail éventuellement de faire des sessions de présentation autour de la vaccination. C'est des choses qui sont tout à fait possibles. Donc voilà pour le volet financier. Alors on a un peu dépassé le timing de 3 minutes. Ce qui est important maintenant, c'est vraiment cette session de questions-réponses. J'espère en tout cas qu'on a été clair sur ce premier volet. Alors, comme on vous l'avait dit, donc on a déjà reçu quelques questions. J'en ai noté également sur le volet discussion. Donc, je vais ici poser déjà une première question à Sarah. Donc, si mon conjoint est repris dans la phase 1B en raison de ses comorbidités, pourrais-je aussi être prioritaire pour le protéger? Mais ça va dépendre en fait de la comorbidité. Donc, d'après le professeur Van Latem que j'ai écouté la semaine dernière, il n'y a pas de principe de vaccination cocon qui va être mis en place. Comme par exemple, on peut le faire pour la coqueluche où on vaccine les parents pour protéger le bébé. Sauf dans un seul cas, c'est l'immunosuppression sévère. Donc, il faut vraiment que ce critère d'immunosuppression sévère soit rencontré par un spécialiste et c'est lui qui décidera si on va vacciner l'entourage ou pas. Ok, merci Sarah. Une deuxième question, plutôt pour Julien. Quel sera le rôle de la médecine du travail dans la vaccination en phase 1B et phase 2? Bien, je pense que tu y as déjà répondu rapidement juste avant quand tu abordais les aspects tarifaires. Mais ce sur quoi nous voulons insister, c'est que depuis le début de la crise sanitaire, c'est-à-dire depuis mars 2020, nous avons toujours répondu présent quand nous avons été sollicités pour apporter notre support à la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Donc, pour l'instant, il y a un doute, mais si à l'avenir, on nous demande de jouer un rôle, on sera de toute façon également présent. On attend actuellement les instructions des instances dirigeantes, que ce soit au niveau fédéral ou plutôt au niveau régional, mais il n'y a à ce jour aucune discussion déjà entamée à ce sujet et donc on ne peut rien confirmer actuellement.
Et on Merci se Julien. tient à disposition des éventuelles sollicitations. Alors, une troisième question plutôt pour Sarah. Un membre de mon personnel est vacciné. Doit-il être mis en quarantaine s'il est identifié comme contact à haut risque? Mais oui, jusqu'à présent, il faut respecter donc ces mesures de sécurité puisqu'on n'a pas encore démontré de manière certaine que le fait d'être vacciné ne permet pas à cette personne de quand même transmettre le virus sans développer la maladie. Donc, elle pourrait être porteur sain, entre guillemets, ou asymptomatique. Donc, oui, en attendant d'avoir une bonne base scientifique, il faut respecter les mesures de quarantaine. Ok, merci Sarah. Alors, je vois maintenant ici une question concernant les vaccins de deuxième génération. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur leur évolution et en quoi ils diffèrent de ceux de la première génération? Donc, les vaccins de deuxième génération sont envisagés puisqu'on n'a pas encore de notion sur la durée de l'efficacité des vaccins de première génération. Donc, on pense qu'il y aura des vaccins de deuxième génération qui seront nécessaires après 1, 2 ou 3 ans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc, on entend parler aussi des variants. Donc, les vaccins à ARN sont très faciles à changer, modifier, puisque c'est un petit code d'une protéine. Donc, si cette protéine est différente, on va changer le code de cette protéine et on va pouvoir facilement développer un nouveau vaccin. Pfizer avait annoncé que pour un variant, il lui fallait 6 semaines pour produire ce nouveau vaccin. Donc, ça va dépendre de la durée d'efficacité de la première génération. Ça va dépendre de l'arrivée et de l'importance des variants sur notre marché. Et ensuite, les vaccins de deuxième génération, on l'espère, seront sans doute beaucoup plus simples à manipuler. On espère avoir des vaccins unidoses et conservables à des températures plus faciles, quoi, chez un pharmacien traditionnel, chez son médecin généraliste. Donc voilà, on espère que ces vaccins répondront vraiment à ces attentes. Je ne sais pas si je réponds à la question concernant ces vaccins de deuxième génération. Je pense qu'il y a déjà pas mal d'éléments. Peut-être ici, on nous demande quels sont les groupes prioritaires dans les entreprises. Donc, est-ce qu'il y aura des groupes prioritaires en fonction de l'âge, des métiers, des contacts? Oui, donc, Alors, je te laisse oui, tu répondre, n'as Sarah. pas Non, dit à qui vas-y. t'adressais la question, Patrick. Pas bien. Ce que je peux dire en tout cas par rapport au groupe prioritaire jusqu'à présent, puisqu'on a été fort impliqué jusqu'à présent, donc que ce soit maisons de repos, que ce soit les hôpitaux, les collectivités et la phase 1 à 4. Donc c'est vraiment des prestataires de soins qui sont en contact avec un grand nombre de patients potentiellement malades. Et l'objectif, c'est de les protéger eux-mêmes, mais comme expliqué dans la présentation, c'est protéger aussi une capacité prestatoire du système de soins de santé. Une maison de repos ne peut pas tourner si 50% de son personnel est en incapacité de travail, évidemment. Donc, il y avait ces notions-là. Après, pour la phase B, peut-être, Julien, je vais te céder la parole pour les fonctions essentielles. Mais en fait, la liste des fonctions essentielles, elle commence à se dessiner progressivement et de manière assez précise, mais nous, on se basera toujours sur les instructions du Conseil supérieur de santé qui détermine ces fonctions. Ce qu'on peut préciser actuellement, c'est qu'il y a bien une notion de fonction critique qui reprend les pompiers, les policiers et d'autres fonctions essentielles, mais les détails précis et les contours exacts de cette phase 1B ne sont actuellement pas encore connus. Il y a encore beaucoup de négociations qui doivent avoir lieu. On a entendu notamment quelques réactions par rapport au fait que les enseignants ne soient pas considérés comme une fonction essentielle dans un premier temps. Mais voilà, tout ça est encore susceptible d'évoluer. Donc, pour l'instant, on ne se positionne pas. Et de toute façon, encore une fois, la décision n'est pas à notre niveau, mais c'est des décisions qui seront prises au niveau du Conseil supérieur de santé. Parfait. Alors, Sarah, une question pour toi. Y a-t-il un vaccin à conseiller plutôt qu'un autre, suivant le type de patient, âge, maladie? Mais tout le monde a entendu parler du vaccin d'Astra, évidemment, avec la sortie de l'OMS et puis la sortie hier dans la presse du Conseil supérieur de la santé et nos recommandations en Belgique. Je pense, moi, qu'elles ne sont pas du tout contradictoires, hein, mais simplement, en Belgique, on prend un niveau de sécurité un petit peu supplémentaire par rapport au positionnement de l'OMS, puisque je lis ici qu'il est interdit dans une des questions, je vois, il est interdit. Non, il n'est pas interdit, simplement, il n'est pas recommandé
recommandé à l'heure actuelle, donc pour les plus de 55 ans, et on prend juste une mesure de sécurité, et c'est pas par rapport à une toxicité éventuelle du vaccin, c'est par rapport à une efficacité et un manque de données sur des personnes qui sont âgées de plus de 55 ans. D'ici quelques semaines, on aura une clarification par rapport à cette situation. Donc, à part ce petit ajustement qu'on a en Belgique où le vaccin Astra ne sera pas administré à des personnes de plus de 55 ans, non, je n'ai pas d'autres recommandations, Pfizer ou Moderna, qui sont assez similaires sur leur technologie, donc au niveau de leur technologie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les centres de vaccination, les personnes ne vont pas pouvoir choisir le vaccin qu'elles vont recevoir, mais elles seront bien sûr informées du vaccin qu'elles auront reçu. Parfait. Quelle est la durée d'efficacité du vaccin, Sarah? Alors, je ne connais pas exactement cette durée d'efficacité, évidemment, mais le professeur Angler disait 1 an, peut-être 2, peut-être 3. Et donc, tout ça va être déterminé et connu certainement dans les mois et dans les semaines qui viennent. Donc, voilà, je n'ai pas d'autres informations à communiquer ici à ce stade-ci. C'est pour ça qu'on envisage aussi des vaccins de 2e génération. Ok, alors ici, il y a une précision par rapport aux personnes qui prennent des anticoagulants. Donc, on nous dit, est-ce que vous avez bien dit que c'était interdit de se faire vacciner? Donc, non. Hein. Non, non, oui, c'est l'inverse. Hein. La prise d'anticoagulants n'est pas une contre-indication à la vaccination. Ce sont des maladies graves de la coagulation ici qui sont concernées, et ce ne sont même pas encore des contre-indications, ces maladies. Ça nécessite la prise de précaution avant l'administration du vaccin. Donc, quelqu'un qui est hémophile devra recevoir le traitement adéquat donc dans les heures qui précèdent l'acte de vaccination, mais pourra être vacciné. Donc, c'est ce qu'on appelle des contre-indications relatives. Il faut y être attentif, mais ce n'est pas la prise d'anticoagulants. Si je peux me permettre d'apporter un petit complément d'information par rapport à ce que Sarah vient de dire sur l'identification des contre-indications de manière plus générale, sachez que l'ensemble des vaccinations qui sont réalisées par le CESI sont réalisées en présence d'un médecin et que systématiquement pour toute vaccination, il y a un questionnaire qui est soumis aux travailleurs avant la vaccination. Ce questionnaire reprend toute une série de questions permettant d'identifier la présence ou pas de contre-indications, et le médecin a toujours la possibilité de réaliser une anamnèse ou un questionnement avec le travailleur plus en détail afin de déterminer si oui ou non il pourra ou pas être vacciné. Donc c'est vraiment très sécurisé à notre niveau. Merci Julien. Sarah, les mamans allaitantes peuvent-elles se faire vacciner ou faut-il postposer la vaccination? Alors, le Conseil supérieur de la santé a communiqué après avoir démarré la vaccination Pfizer et Moderna, et en tout cas, elles peuvent recevoir les vaccins ARN. Donc, ces 2 vaccins peuvent être administrés chez les mamans allaitantes. Parfait. Alors, j'ai des questions qui tournent autour des personnes qui sont amenées à faire du transport. Donc, vers qui ils doivent se retourner, donc soit dans la catégorie des travailleurs qui seraient par exemple diabétiques, ici dans le cas qui est posé, ou des personnes qui auraient besoin, entre guillemets, si les pays avoisinants exigent un passeport vaccinatoire, pourront-ils être considérés comme prioritaires? Alors là, je laisse. Alors, dans les transports, donc si on parle des ambulanciers, parce que c'est vague un peu pour moi, donc si on parle des ambulanciers, en tout cas, la profession est reprise dans la phase 1 à 4, donc ça va démarrer de manière imminente, février, pour cette catégorie de profession, ils seront vaccinés. Sinon, les autres catégories de transport ne feront, à mon avis, pas partie du secteur critique et essentiel, donc on passerait plutôt en phase 2. Alors, est-ce que les personnes qui voyagent pour des raisons professionnelles seront prioritaires? Je ne pense pas, pas à ce stade, je ne crois pas. Il n'y a pas encore de positionnement, me semble-t-il, sur ces aspects-là. Non, Mais non. la question est bien notée. Donc, c'est quelque chose effectivement sur lequel on est assez interpellé, y compris d'ailleurs pour des travailleurs qui seraient amenés à venir de l'étranger.
Donc la question effectivement est sur la table. Alors on nous demande ici par rapport au vaccin d'AstraZeneca, pourquoi il est interdit interdit entre guillemets pour les plus de 55 ans et en France, ça ne semble pas être le cas. Donc là, c'est un positionnement évidemment par rapport à la Belgique. Je ne sais pas si tu aurais un élément supplémentaire à ajouter, Sarah. C'est comme je l'ai dit donc précédemment, hein, donc il n'est pas interdit, c'est différent. Ici, il n'est pas recommandé parce que l'efficacité serait moindre dans cette tranche d'âge et on est en attente de données supplémentaires. Donc en fait, ce serait une vaccination qui serait peut-être inutile, mais il n'y a pas une toxicité à vacciner quelqu'un de plus de 55 ans. On est en attente de données supplémentaires pour cette tranche d'âge. Parfait. On a également ici une question qui est plutôt, donc si un groupe est vacciné entre eux, peuvent-ils lever les gestes barrières? Alors, 15 jours après la deuxième dose, puisqu'il faut attendre que la réponse immunitaire soit optimale, donc il faut un schéma complet et puis encore attendre 2 semaines et il faut s'assurer vraiment que ce groupe n'ait plus de contact avec l'extérieur, quoi. Donc, mais oui, ils pourraient lever les gestes barrières entre eux. Je pense que c'est le cas déjà dans certaines maisons de repos, hein. Oui. Julien, une petite question pour toi. On nous demande les aides ménagères à domicile, dans quelle catégorie elles se trouvent? Bien, le secteur de l'aide à domicile est dans la phase 1A et si je ne me trompe pas, dans la phase 1A2 des collectivités secteur du handicap, santé mentale ou aide à domicile. Donc, cette vaccination devrait débuter ou être programmée par l'AVIC, l'Agence pour une vie de qualité, anciennement région Wallonne et Paris-Risquer pour Bruxelles, dans les semaines qui viennent. Pour Bruxelles, on parle d'un début des collectivités au 1er mars. En Wallonie, on a déjà commencé les collectivités depuis deux semaines et demie, mais on commence d'abord par le secteur du handicap et de la santé mentale avant de s'étendre aux aides à domicile. Merci Julien. Sarah, comment sera-t-on si on est toujours immunisé? Eh bien, bonne question. Donc, ça rejoint l'explication. Oui, Ouais. bonne question. Oui, ça rejoint l'explication sur les corrélats de protection. Donc, à l'heure actuelle, des études scientifiques sont en cours pour déterminer le niveau d'anticorps neutralisants qu'on aurait dans le sang, en dessous duquel on n'est plus immunisé, au-dessus duquel on est protégé. Donc, ce niveau d'anticorps n'est pas encore déterminé. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut que ce chiffre soit établi dans les diverses populations, puisque ce sera sans doute pas la même chez quelqu'un qui est en bonne santé ou chez quelqu'un qui est sous traitement, qui souffre d'un cancer, etc. Donc, établir ce seuil chiffré, et deuxièmement, il va falloir aussi développer donc des prises de sang qui vont mesurer exclusivement ce niveau d'anticorps neutralisants, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Si vous faites une prise de sang pour vérifier vos anticorps contre Covid, vous aurez un dosage melting pot de tous les types d'anticorps. Tous les anticorps ne sont pas neutralisants, hein. Donc, voilà, je ne peux pas encore vous répondre à cette question-là. Donc, il faut vraiment avoir ce seuil chiffré et le développement derrière de la possibilité de doser ce type d'anticorps. Merci Sarah. Une autre question concernant justement la campagne vaccinatoire dans les entreprises. On nous demande si on va communiquer avant le nom du vaccin qui sera utilisé. Parce que certains disent qu'on pourrait peut-être avoir un refus si on propose par exemple l'AstraZeneca. Mais en fait, je vais me permettre de répondre, hein, Sarah. Vas-y. La grosse difficulté, c'est que le CESI, en tant que prestataire vaccinateur, n'est pas dépositaire des stocks de vaccins. Donc, vous savez qu'actuellement, il existe sur le marché disponible Pfizer et Moderna, très prochainement AstraZeneca. On suppose très certainement d'autres par la suite, mais le CESI, en tout cas, ce n'est pas actuellement le cas. Nous n'avons pas de stock de vaccins propres. Et donc, quand on se rendra à l'avenir
sur un lieu de vaccination, nous ne savons pas si nous serons prévenus à l'avance, si ce sera tel ou tel vaccin. Vraiment, tout ça fait partie de toute cette complexité logistique que je vous ai expliquée durant la présentation et du fait de la nécessité d'une coordination centralisée et d'un planning établi clair. Et donc, actuellement, nous ne pouvons pas garantir que ce sera tel ou tel vaccin dans telle ou telle autre mission de vaccination. Merci Julien. Sarah, encore une petite précision concernant les chauffeurs poids lourds. Donc, le chauffeur poids lourd diabétique, est-ce qu'il devra attendre de se faire vacciner dans la même vague que l'ensemble de la population? Donc, est-ce qu'il ne sera pas considéré comme prioritaire de par sa pathologie? C'est par rapport à son diabète. Tout dépend de son âge. Tout dépend de son âge. Le diabète est repris, mais pas en dessous de 45 ans. Donc, ça dépendra de l'âge. Ok, merci. Alors, on nous pose une question concernant les campagnes de communication relatives à la vaccination. Donc, le pouvoir public prévoit-il quelque chose? Pouvons-nous bénéficier d'affiches de communication adaptées aux étapes successives de vaccination? Donc, on a déjà répondu en partie par rapport en tout cas au support que la médecine du travail met à disposition. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ne pas hésiter non plus à interpeller votre médecin du travail ou revenir vers nous en tous les cas si vous souhaitez avoir des supports spécifiques. Au niveau gouvernemental, ben oui, il y a des campagnes qui sont faites. Donc, c'est en cours et ça va encore évoluer, évidemment, puisqu'aujourd'hui, on est vraiment sur les profils prioritaires. Donc, c'est quelque chose qui va encore monter en puissance dans les semaines à venir. Donc, oui, il y aura des communications qui seront spécifiques. Maintenant, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. On pourra certainement vous outiller par rapport aux communications que vous souhaitez faire au niveau de votre personnel. Alors, à partir de quand pourra-t-on faire une demande auprès du CESI afin de proposer la vaccination de notre personnel? Bien, j'y ai déjà presque répondu juste avant. Nous ne sommes en rien dépositaires des stocks de vaccins. Actuellement, le CESI, en tant que service externe de prévention, ne peut pas être considéré comme un interlocuteur vers qui on se dirige pour solliciter une vaccination. Nous sommes actuellement des vaccinateurs. Donc, nous répondons à une sollicitation de la part des régions pour aller réaliser et participer et contribuer à la vaccination de certains travailleurs de certains secteurs, mais nous ne pouvons pas nous-mêmes disposer de vaccins et les proposer. Il y a toute une question aussi d'éthique derrière tout ça. On ne peut pas. Je pense que vous avez compris tout au long de cette présentation qu'il n'y a pas ce principe de premier arrivé, premier servi. On est vraiment dans une réflexion scientifique et dans une justification scientifique du phasage qui va être mis en place. Voilà. Alors, Julien, tant que tu as la parole, on me pose encore des questions par rapport à l'accessibilité des vaccins. Alors là, plus particulièrement pour le milieu d'accueil des jeunes enfants et alors également pour les entreprises de travail adapté. Est-ce que tu sais nous dire dans quelle phase vont se trouver ces catégories de travailleurs? D'après les informations que nous avons actuellement à notre disposition, ils seraient bien inclus dans la phase 1A. Il faut savoir que l'ensemble des entreprises concernées par la phase 1A, s'ils n'ont pas encore été contactés actuellement, soit par la région wallonne ou par la région bruxelloise ou flamande, le seront en temps voulu. On a beaucoup de sollicitations de nos affiliés qui nous disent: est-ce que vous connaissez la date de notre vaccination? Non. Tout ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, vous allez tomber à un moment donné dans le planning, mais ce planning n'est pas établi par nous. Donc, en règle générale, on reçoit le planning en même temps que nos affiliés et c'est bien souvent, on va dire, dans le meilleur des cas, 2 semaines avant et parfois 1 semaine avant. C'est dépendant de l'approvisionnement en vaccins. Vous avez entendu ici récemment ces problèmes de pénurie de vaccins, certaines sociétés pharmaceutiques qui ont du mal à fournir ce sur quoi ils s'étaient engagés initialement. Donc, il faut simplement attendre que le planning soit établi. Mais pour répondre de manière très brève à ta question, Patrick, oui, effectivement, ces catégories sont reprises dans la phase 1A.
Alors, on est toujours dans des catégories. Donc, c'est quid des personnes qui doivent se rendre au domicile, donc pour autre chose que des aspects médicaux. Donc, ici, on me dit pour l'électricité, l'eau, les accès au réseau numérique. Alors, moi, personnellement, je trouve que c'est un secteur essentiel, le numérique, surtout maintenant. Mais qu'est-ce qu'il en est en tous les cas au niveau du phasage? Est-ce qu'il pourrait rentrer dans une. Est-ce qu'il pourrait être considéré comme un secteur essentiel, puisque service à la population? Alors, ce n'est pas encore défini, mais ce serait quand même assez étonnant. Je ne pense pas que ces secteurs-là, parce que si ces secteurs-là sont considérés comme essentiels, on devrait considérer comme essentiel tout travailleur qui a des contacts sociaux dans la pratique de son travail. Et donc, actuellement, ce n'est pas défini, il n'y a pas d'information qui va dans ce sens-là et ça semble peu probable. Merci Julien. Donc, il y a eu pas mal de questions aussi par rapport au support que nous avons présenté, donc pour savoir si vous pourriez en disposer. Donc, oui, on pourra le mettre à disposition sans problème. On verra au niveau de la communication. On a vos adresses mail, donc on pourra vous la faire suivre sans souci. Sarah, une question par rapport aux documents attestant la vaccination. Est-ce qu'il y a un document qui est remis aux personnes qui sont vaccinées? Donc oui, lorsque nous vaccinons le CESI dans les maisons de repos, collectivités, on remet donc une attestation de passage. On leur remet aussi une petite carte de vaccination fournie par la firme pharmaceutique. Et tout acte de vaccination est implémenté dans une plateforme belge, donc la même en Flandre, la même en Wallonie, qui s'appelle Vaccinet et auquel toute personne a accès via sa carte d'identité. Donc si vous perdez votre carte de vaccination, si vous perdez votre attestation de passage, vous pouvez retourner rechercher toutes les informations concernant le vaccin qui vous a été administré, le lot qui vous a été administré, le jour d'administration dans cette plateforme. Donc, c'est vraiment une plateforme équivalente à Ma Santé, mais orientée vaccin, où on va retrouver toutes les informations concernant la vaccination. Alors, juste un petit complément d'information par rapport à l'enregistrement des vaccins que nous réalisons dans Vaccinet. L'ensemble des vaccins que nous réalisons s'y retrouveront, mais il faut savoir que cette plateforme-là a été ouverte à la Wallonie de manière très récente, quasiment au dernier moment, quand on a commencé la vaccination le 5 janvier, si je me souviens bien. Et donc, il va falloir peut-être un petit peu de temps pour que l'ensemble des vaccins soient encodés, mais vous pouvez avoir la certitude que tous les vaccins que nous réalisons s'y retrouveront de manière certaine. Voilà. Au cas où certaines personnes qui auraient déjà bénéficié d'une première dose se rendraient sur la plateforme et constateraient qu'elle n'y est pas. Il faut parfois un peu de temps pour que les fichiers Excel soient traités au niveau de Vaccinet, mais c'est en cours et on s'assure du suivi. Merci Julien. Alors j'avais promis en démarrant notre webinaire qu'on allait respecter le timing. Donc il est 58, donc je vous propose de vous poser en tout cas une dernière question. Alors ce sera peut-être plus pour Sarah. Est-ce que l'employeur peut connaître le nom des personnes qui sont vaccinées? Et c'est une question qui sous-entend, est-ce que le statut vaccinal peut être considéré comme un élément d'un engagement, pour l'engagement d'un collaborateur? Tu pourras répondre déjà. Donc, la vaccination est sur base volontaire en Belgique. Elle n'est absolument pas obligatoire et un travailleur qui refuse la vaccination doit fournir aucun justificatif à son employeur. Et donc, par conséquent, l'employeur n'a pas accès à l'information concernant la vaccination de ses travailleurs. Il n'y a pas de liste qui circule par rapport à cette information, ni même dans un contexte d'embauche, bien entendu, quoi. Tout à fait. Donc, sur le plan, je dirais plus juridique, on est clairement dans le secret médical et évidemment le respect des règles RGPD. Donc, ça, c'est fondamental. Donc, merci Sarah. Mais donc voilà, donc je propose de clôturer ici. Donc, c'est quelque chose qui vit, donc n'hésitez pas à revenir vers nous par rapport à vos questions. On refera le tour parce que si j'ai loupé une question, on reviendra de toute façon vers vous. Donc, ce n'est pas volontaire. Donc voilà, donc merci pour vos réactions. Bel après-midi ensoleillé et bon week-end à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir.